Records de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme ? Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation ? Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror épisode 10, 2050, un monde en voie de disparition. 1 million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction selon un groupe d'experts mandaté par l'ONU. Une conséquence directe de l'activité humaine grandissante, de l'épuisement de la terre et de la mer, du changement climatique, de la pollution. En 2050, quels animaux, quels insectes, quelles plantes restera-t-il ? Salma Andréi s'est rendue dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris en 2050. De plus en plus d'espèces y sont exposées. Le but, se souvenir de ce qu'était la nature avant. Bonjour Salma, vous avez eu le privilège de visiter en privé le musée avec son conservateur Mehdi Alaoui, qui vous a présenté une collection particulière, en tout cas pour vous. Bonjour Rachel. Souvenez-vous, quand vous alliez enfant au jardin des plantes, vous deviez être comme moi, plus intéressé par la salle des animaux disparus comme les dinosaures ou le dodo par exemple. Eh bien, si vous la visitiez en 2050, vous seriez surprise d'y trouver des espèces toujours existantes à l'état sauvage aujourd'hui en 2020. C'est d'ailleurs le thème d'une exposition temporaire organisée en avril 2050 au Muséum d'histoire naturelle de Paris, intitulée « 30 ans qui ont tout changé », que nous fait visiter son commissaire Mehdi Alaoui. Pas d'animaux empaillés comme à notre époque, mais des hologrammes, et ça change tout. On voit les animaux bouger, on les entend, l'effet est saisissant. Alors là, nous sommes dans la salle de l'Asie. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une tigresse avec ses 3 petits. Alors pourquoi la tigresse ? Parce que la population des tigres était déjà très mal en point en 2020 et l'espèce n'aura pas longtemps survécu. Il faut savoir qu'au XXe siècle, on était déjà passé de 100 000 à 4 000 individus et en 50 ans, au XXIe, la race s'est complètement éteinte. Alors les causes sont multiples, mais il faut d'abord retenir la destruction de l'habitat naturel des tigres, principalement au profit de l'agriculture. Là, sur votre droite, c'est un autre animal que vous connaissez bien et qui a disparu en même temps que son habitat, c'est l'éléphant. Ni celui d'Asie, ni celui d'Afrique n'ont survécu, d'autant que le trafic d'ivoire n'a jamais vraiment cessé. Un autre exemple, vous vous souvenez sûrement des efforts de certains pays européens, dont la France, pour réintroduire l'ours brun dans les Pyrénées. Eh bien, lui aussi s'est éteint, alors à cause du braconnage d'abord, mais aussi parce que son écosystème historique a disparu. Il n'y a pas que sur Terre que certains animaux sont rayés de la surface du globe, Rachel. Le muséum a réalisé une installation spectaculaire à base d'hologrammes. Entre le son et l'image, on a vraiment l'impression de se promener au fond de l'océan. Je vous propose de me suivre maintenant et de plonger dans une sorte d'océan imaginaire. Regardez, vous voyez au fond là-bas un banc de dauphins. Dites-vous que si vous parcouriez aujourd'hui toutes les mers du monde, il vous serait très difficile d'en observer à l'état naturel. Parce que de nombreuses espèces sont éteintes et la population globale des dauphins s'est considérablement réduite. À cause de la pêche, mais aussi à cause de 2 pollutions humaines. D'abord, celle causée par les déchets, et une autre à laquelle vous ne pensez sûrement pas, c'est celle de la pollution sonore. Il faut savoir que les sons perturbent les déplacements, la communication et donc la reproduction des dauphins. Et à terme, c'est toute l'espèce qui pourrait complètement disparaître. Imaginer les mers sans dauphins est un peu triste. En France, êtres, charmes, frênes et même chênes ont disparu, jusqu'aux insectes et aux bactéries. Ce à quoi l'on assiste de manière invisible, c'est une large disparition de la base du vivant. Merci Salma, on espère véritablement ne pas en arriver là. Retour au présent, où nous avons rencontré Jean-Christophe Benoît, directeur du développement et de l'investissement chez CDC Biodiversité. Donc CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des dépôts qui a été créée il y a une douzaine d'années pour apporter des solutions techniques et opérationnelles aux acteurs économiques pour leur permettre d'intégrer la biodiversité et de mener des actions favorables à la biodiversité, notamment sur le temps long. Pourquoi la biodiversité est importante pour la planète ? L'homme fait partie intégralement de cette biodiversité et est tributaire de cette biodiversité pour vivre,
puisque les différentes relations des espèces entre elles, avec leur milieu, génèrent un certain nombre de produits et de services dont on a besoin pour vivre. Et toutes les espèces vivantes, d'ailleurs, en ont besoin. Donc, à savoir de la nourriture, de l'énergie, des produits, du matériel pour construire nos habitations, etc. Voilà. Donc, on est extrêmement tributaire de cette fraction. On en fait partie et on a tendance à oublier en fait que l'homme est un élément de cette biodiversité. On est nous-mêmes des mini-écosystèmes, puisqu'on est rempli de bactéries et qu'on est des mini-écosystèmes mobiles, on va dire. Mais voilà, donc on est intimement lié à cette biodiversité. Et qu'est-ce qui peut favoriser sa disparition ? Alors aujourd'hui, effectivement, on est face à un effondrement, ce qu'on appelle un effondrement du vivant, qu'on constate depuis quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années, qui est lié directement aux activités humaines, qui sont liées à différentes pressions que l'homme peut exercer. On en compte 5 principales. La première, c'est l'artificialisation des territoires, notre développement des villes, des infrastructures, qui font qu'on va grignoter sur des espaces naturels et des espaces qui servent d'habitat à des espèces. Le deuxième, c'est la surexploitation des ressources naturelles, notamment au niveau de la pêche, la surpêche. On est en train aujourd'hui d'épuiser les réserves, les stocks de poissons, notamment qui n'ont pas le temps de se renouveler. En fait, on dépasse une limite d'exploitabilité de ces ressources. La troisième, c'est la pollution. Alors, on parle beaucoup de plastique en ce moment. Le plastique est partout. C'est un vrai fléau. Et donc, il n'y a pas un milieu aujourd'hui, même là où l'homme ne va pas, où on ne trouve pas des plastiques. Même dans les fonds marins, on a trouvé des poissons qui avaient avalé des plastiques. Enfin, voilà, la situation est assez dramatique à ce sujet-là. L'avant-dernière, c'est le changement climatique, bien évidemment. On est dans une période de changement climatique. Ça a des effets sur les espèces, puisqu'on va modifier leur milieu. Certaines espèces n'auront plus d'espace où aller demain parce que les conditions vont changer. Et puis la troisième, et qui est une source importante aussi, c'est l'arrivée d'espèces exotiques dans certains milieux, qui peuvent créer des problèmes parce qu'elles vont très bien s'acclimater. Parfois, elles n'ont pas de prédateurs naturels parce qu'elles sont pas... Il n'y a pas eu de coévolution avec les espèces présentes. Elles vont se plaire, elles vont se développer. Donc, elles vont concurrencer les espèces qui sont en place, voire appauvrir les milieux, les fragiliser. Ça peut créer parfois certains problèmes. Et pourquoi ce serait grave pour l'homme, cette disparition d'espèces ? Dès l'instant où les écosystèmes nous fournissent les ressources dont on a besoin pour vivre, dès l'instant où ils sont altérés, les services et les produits vont l'être également. Alors demain, peut-être qu'on n'aura plus rien à manger, on n'aura plus d'énergie s'il n'y a plus de forêt, s'il y a plus voilà. L'enjeu en fait de maintenir la biodiversité, c'est de maintenir des conditions favorables à la vie de l'espèce humaine dans la nature. Aujourd'hui, on voit que le climat change, il va faire de plus en plus chaud. On sait que d'ici 50 ans, il y a peut-être certains emplacements du globe où il sera tout simplement impossible de vivre parce que les conditions ne seront plus requises. Donc on voit que les espaces où on pourra aller vont peut-être s'amenuiser. Il y aura de moins en moins d'espèces. Il y aura peut-être plus de poissons parce qu'on aura épuisé les stocks. Donc l'accès aux ressources alimentaires sera peut-être limité. Voilà. Donc tout un tas de conséquences qui font qu'aujourd'hui, effectivement, cet effondrement du vivant nous touche directement. On met en péril les conditions de survie de l'espèce humaine et dans un cadre agréable. L'idée, c'est pas de survivre dans des conditions un peu difficiles, mais c'est d'avoir quand même un confort de vie, un cadre de vie qu'on a aujourd'hui, mais qu'on a du mal à préserver. Et parfois, on a l'impression qu'on pourrait s'adapter, comme vous disiez tout à l'heure, les espèces exotiques qui sont arrivées, qui sont adaptées à un environnement. Parfois, on peut penser que l'humain s'adaptera aussi. Est-ce que c'est le cas ? Alors l'humain, il est assez étonnant à ce niveau-là. Il est plein de ressourses. On l'a vu. Il a su. C'est une des espèces qui a le mieux réussi, si on peut parler de réussite. En tout cas, il est capable d'aller partout. Il s'est adapté tout un tas de conditions. Donc effectivement, après, est-ce qu'on aura le temps suffisant, parce que l'adaptation à des conditions de milieu nécessite quand même. Toute cette évolution dont on parle, c'est fait sur des milliards, sur des centaines de milliers, de millions d'années. Donc il faut aussi avoir les capacités de le faire. Il faut que nos organismes évoluent de cette façon. Donc l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on peut pas le faire seul. Voilà. On a besoin de tous les êtres vivants, on est dépendant d'eux, et donc en fait, la possibilité d'avoir un avenir radieux se fait dans cette globalité-là. Et déjà en 2020, on voit de nombreuses espèces qui disparaissent. Oui. Comment ça va évoluer d'ici à 2050 ? Par rapport à la connaissance qu'on a aujourd'hui, on sait qu'il y a des espèces qui ont disparu à notre époque, un certain nombre d'espèces, notamment des grands animaux, puisqu'ils sont en effectif plus réduit, plus sensibles aux pressions, et que la tendance est plutôt alarmante, parce qu'on a beaucoup d'espèces qui sont inscrites sur les listes rouges, beaucoup d'espèces en risque d'extinction. Aujourd'hui, on sait que la courbe est plutôt négative en matière de pression sur la biodiversité, et que si on n'inverse pas la tendance, la situation va continuer, voire même s'aggraver. À l'échelle de l'évolution, les espèces sont amenées
sont amenées à disparaître. C'est-à-dire qu'il y a des cycles de vie, on a vu la disparition des dinosaures, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette disparition, elle se fait à un rythme très très rapide. Il y a une accélération. Ces espèces il n'y a pas un remplacement systématique. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt ça qui est inquiétant, c'est cet effondrement assez brutal, assez rapide, et on ne sait pas très bien aujourd'hui, même s'il y a des scénarios qui sont faits, où tout ça va nous mener. Est-ce qu'on sait à peu près en revanche quelles espèces ou quel type de biodiversité est en danger dès aujourd'hui ? Comme je disais, il y a beaucoup d'espèces qui sont en danger. Les principales ciblées sont quand même les espèces qui sont en faible effectif. Alors, soit parce que très haut placées dans la chaîne alimentaire, hein, donc c'est des super prédateurs, des grands prédateurs, soit des gros animaux. Hein. On se dit que peut-être on verra la disparition des éléphants en Afrique parce qu'ils ont du mal à trouver leur place du fait de l'extension des villages, etc., et de la réduction de leurs espaces vitaux. Donc ces espèces-là sont assez concernées, et également les espèces qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qu'on va trouver qu'à un endroit, notamment sur des îles, tout un tas d'espèces, notamment végétales, qui sont extrêmement localisées dans des conditions de milieu particulières. Et l'effet du changement climatique et la pression de développement des activités humaines font que elles auront de moins en moins d'habitat, et que voilà, il y a certaines îles qui vont se retrouver sous l'eau, donc plus d'habitat pour ces espèces. Donc elles sont aussi particulièrement fragiles et particulièrement concernées. Et est-ce qu'on peut lutter contre ces extinctions ? On sait tout à fait aujourd'hui agir là-dessus. Hein. Enfin, l'artificialisation des sols, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Donc après, c'est des choix de société, des volontés politiques d'engager ou pas ces actions. Tout ça en parallèle avec un développement économique qu'il faut qu'on accepte aussi. Donc voilà, où on place le curseur, mais aujourd'hui, on a tous les outils pour se préserver des lendemains heureux, quoi. Quels sont ces outils ? Il faut limiter l'artificialisation des sols, les aménagements urbains, les zones d'activité, les infrastructures, reconstruire la ville de redensifier les villes, par exemple. Il faut limiter la surexploitation des ressources. La pollution, il suffit il y a des gros enjeux sur le plastique, hein, donc des lois qui sont en train d'être mises en place pour essayer de limiter leur fabrication et les retrouver au final toujours dans la mer. Voilà, sur le changement climatique, il y a des plans climat, des actions pour essayer de limiter et d'atténuer les effets du changement climatique. Alors, il y a aussi des solutions dans la nature pour atténuer le changement climatique, stocker du carbone, par exemple. Certaines pratiques agricoles permettent de stocker du carbone. Planter des arbres, ça permet de stocker du carbone. Et puis après, espèces exotiques envahissantes, c'est limiter de ramener des espèces dont on ne maîtrise pas l'évolution, le frelon asiatique. On se promène en Île-de-France, je ne sais pas si vous voyez, la renouée du Japon qui a envahi tous les talus ferroviaires, et il n'y a plus rien qui pousse autour, quoi, voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, on a la connaissance, on a de quoi mettre en place. Après, c'est un choix de société. Et est-ce qu'on peut restaurer la nature par endroits ? Alors restaurer, bien évidemment, on sait faire. D'ailleurs, CDC Biodiversité, c'est son cœur de métier, hein, justement, c'est de restaurer, d'essayer de régénérer la biodiversité des milieux naturels qui auront été impactés. Donc, on sait tout à fait faire. À la limite près qu'il y a certains milieux qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas réparer, on ne sait pas restaurer. Pareil, on ne maîtrise pas tout en matière de génie écologique. Mais par contre, il y a des choses qu'on sait faire. On sait restaurer des zones humides aujourd'hui, on sait restaurer des forêts, des milieux prairiaux, des haies. Enfin, il y a tout un tas de milieux sur lesquels on sait intervenir et ça marche. On a des retours d'expérience en la matière. Après, il y a certains milieux, certains habitats. Là, c'est un peu plus complexe parce que ça nécessite une alchimie un peu particulière qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, je dirais que ces milieux-là, il faut absolument les préserver aujourd'hui, ne pas y toucher parce qu'on ne saura pas les réparer. Et d'où la politique de développement des aires protégées. Hein. On voit qu'aujourd'hui, il faut augmenter ces aires protégées, donc mettre un peu la nature sous cloche, entre guillemets, dans certains endroits. Et puis, absolument créer des continuités entre ces espaces. Hein, c'est le fameux enjeu des trames vertes et bleues, qui est un enjeu fondamental en matière de préservation de la biodiversité. En fait, il faut que tous ces espaces soient reliés entre eux, pour qu'il y ait un brassage génétique, pour que tout ça vive, et que les espèces qui auront à bouger, notamment dans le cadre du changement climatique, puissent se déplacer. Et le citoyen lambda, est-ce qu'il a un rôle à jouer ? On a tous un rôle à jouer, on peut jouer. Alors, je pense que le sujet, à la différence du climat, on commence à comprendre, assez perceptible, hein, les épisodes caniculaires sont là pour nous le rappeler. La biodiversité, même si le Covid-19 nous fait quand même toucher du doigt cette problématique biodiversité, santé, etc., on a quand même du mal à l'appréhender. Donc il faut communiquer, il faut sensibiliser pour que chacun comprenne les vrais enjeux et où on joue la survie de l'humanité. Enfin, il faut parler des choses telles qu'elles sont. Et voilà. Donc il faut absolument que chacun comprenne et s'implique. On l'a vu, la biodiversité est indispensable à l'homme et c'est pour cela que Veolia intervient au travers de ses diverses activités pour tenter de la préserver et parfois de la restaurer.
C'est ce que nous explique Philippe Guittard, directeur de la zone Europe centrale et orientale de Veolia. L'approche de la protection de la vie, c'est d'abord un élément naturel pour une entreprise comme Veolia. C'est surtout une application de nos savoir-faire depuis plus de 160 ans sur l'aménagement des territoires, sur la protection de ces territoires, sur la continuité de ces territoires et sur la protection de ce qui est, à mon avis, l'élément essentiel, la diversité. Une nouvelle fois, la diversité des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, la diversité des codes génétiques, puisque pour une espèce donnée, vous savez que la protection de quelques individus ne suffit pas à la pérennité de cette espèce, et la protection des territoires, pour lequel Veolia s'est engagé auprès de ses donneurs d'ordre, qu'ils soient nationaux, territoriaux ou municipaux, voire industriels, depuis de très nombreuses années, puisque l'aménagement du territoire, ça fait partie du code génétique de l'entreprise. Quand on dit préserver les territoires, quand on dit préserver la diversité, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est la protection de la multitude des espaces auxquels Veolia est amené à travailler. Les espaces urbains, périurbains, le milieu agricole, la forêt, les milieux humides. Et vous savez qu'en Europe centrale, Veolia est un sponsor auprès de l'aménagement des territoires des milieux humides. Pourquoi les milieux humides ? Parce que le changement d'activité humaine, le drainage, les routes, l'industrialisation agricole, la disparition des bordures amènent à une simplification des espèces de vie et à la disparition des milieux humides qui eux-mêmes regroupent plus de 70% des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Donc ça, c'est un exemple concret de Veolia dans l'aménagement de ces territoires, travaillant comme premier acteur mondial de l'eau, en distribution ou en traitement. On est amené à travailler au plus près des sources, au plus près des fleuves, des rivières, des étangs, de la mer, des lagunes. Et donc, on est amené, par notre travail d'aménageur, à faire attention, à développer ces activités, à réduire les activités de drainage, à développer, comme on le fait en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie ou en Bulgarie, ce qu'on appelle la protection des milieux humides. Et ça, c'est une démarche qu'on mène avec les universités, avec les ONG, les muséums, qui font que cette continuité, elle n'est pas seulement territoriale, biologique ou génétique, elle est aussi liée au territoire et à ceux qui s'en occupent. Est-ce qu'on va assez vite dans nos solutions ? Est-ce que ça va assez vite la protection ? Alors, est-ce que ça se met assez vite en place ? Probablement pas, mais ça se met en place. Est-ce que nos ambitions sont à la hauteur des enjeux ? Peut-être pas. Mais au moment de faire le bilan, on ne pourra pas dire que Veolia n'a pas fait ce qu'elle devait faire, ou en tous les cas, Veolia n'a pas essayé de faire ce qu'elle devrait faire. C'est vrai qu'à l'échelle de nos enjeux, à l'échelle de nos territoires, Veolia ne représente pas l'ensemble des territoires. Mais sur les territoires où elle est présente, elle a déjà pris des engagements chiffrés. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 sites qui sont en phytosanitaire zéro ? On a 1000 sites qui sont sur des protections particulières. Parmi les plans d'action de la protection de la biodiversité, la décision d'arrêter tout traitement phytosanitaire a été une décision prioritaire. Elle a amené Veolia à revoir ses méthodes d'entretien d'espaces verts en réduisant le nombre de tontes et en améliorant la couverture biologique, notamment la multiplication de la flore par des espèces nouvelles. Et donc on retrouve notamment en Angleterre sur un certain nombre de réservoirs des espèces de papillons qui avaient été identifiées comme disparues. Ça, c'est un exemple concret. Mais l'autre exemple que je voudrais utiliser, c'est de vous démontrer que cette approche vertueuse, elle était également économiquement intelligente. Puisqu'en réduisant le nombre de coupes et en arrêtant les traitements phytosanitaires, on a fait des économies de coûts d'exploitation qui peuvent se chiffrer en plusieurs millions d'euros. Il existe des exemples de la région française où on a économisé un demi-million d'euros rien qu'en réorganisant le schéma des coupes. Et plus centaines de millions d'euros en arrêtant d'acheter des produits phytosanitaires. C'est donc la démonstration qu'on est capable, en revoyant nos process, en cherchant à améliorer la protection de la vie et en interdisant un certain nombre de produits chimiques,
de rentrer dans un cercle vertueux où on protège, on développe et on économise. Comment on identifie les endroits où il est nécessaire d'agir? Comment trouver où aller à un endroit plutôt qu'un autre? Alors, les territoires de Veolia sont des endroits qui sont liés à nos activités contractuelles à travers le monde. Alors, c'est Shanghai, c'est Pékin, c'est Prague, c'est Budapest, c'est Bucarest, c'est Johannesburg, c'est Buenos Aires, c'est Mexico. Bref, en Europe centrale, seulement en Europe centrale, 10 000 sites eau. 10 000 sites eau potable avec les réservoirs, les réseaux de distribution et ce qui va avec. Après, on a dans tous nos sites, compte tenu de l'expertise de Veolia, puisqu'on est aménageur de territoire, mais on est aussi analyste de ce qu'on appelle les bioindicateurs. Les bioindicateurs, c'est qu'aujourd'hui, avec les expertises, on connaît en fonction des animaux dans la rivière ou des fleurs dans la rivière, à quel type d'eau on a affaire. On connaît quelles sont les catégories de pollution auxquelles on a affaire. Aujourd'hui, mieux que les indicateurs chimiques, les indicateurs biologiques, dont Veolia est un expert, vous donnent la qualité du milieu, la qualité de nos traitements et la qualité de l'environnement général. Par ailleurs, on a des sites où il y a des protections particulières. En Pologne, c'est la protection des oiseaux rapaces, avec un programme spécifique sur le faucon. En Chine, c'est les nichoirs pour abeilles sauvages et puis pour ce qu'on appelle les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris. C'est aussi le cas à Marseille, c'est aussi le cas à Nice. Et Veolia a développé en partenariat avec des villes ou avec des universités ou des centres de recherche des méthodes particulières pour suivre la qualité de vie de ces animaux qui nous indiquent elles-mêmes la qualité de vie de notre environnement et donc indirectement notre qualité de vie. Et comment il se passe ce partenariat, justement? Est-ce que vous trouvez qu'il est égal au sein de l'Europe? Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus exemplaires? Alors déjà, il y a un engagement de plus en plus important des États, des régions et des villes. On le sent dans nos offres, on le sent dans les appels d'offres, on le sent même dans nos capacités à offrir des services complémentaires et supplémentaires. Qui mieux que nous, étant présent 24 heures sur 24, en contrôle de qualité en permanence, avec des outils digitaux qui sont de plus en plus efficaces, pouvons donner des indications telles que celles que je vous ai données sur la diminution des espèces ou sur le retour de certaines espèces qui avaient disparu. L'engagement des États, l'engagement des aménageurs, la prise en compte de la réalité est telle qu'aujourd'hui, il n'existe plus un décideur, même un industriel, qui ne prend pas la dimension. Alors, de la biodiversité, une nouvelle fois, c'est un terme complexe, mais de l'impact sur l'aménagement général et de la résilience dans la diversité. Je vais vous poser une question simple. Savez-vous quel est le deuxième site au monde en termes de biodiversité après la Grande Barrière de Corail en Australie? Eh bien, c'est un site qui est en Europe, c'est un site dont on a la responsabilité en termes d'aménagement qui s'appelle le delta du Danube. Les plus grands pôles de diversité sont déjà sous notre responsabilité. Je vais vous donner un exemple, l'esturgeon. L'esturgeon est un poisson qui existe depuis plus de 60 millions d'années. Il est un symbole de la qualité de l'eau et sa disparition serait une catastrophe. Veolia a, compte tenu de sa responsabilité générale, mais aussi de sa présence géographique locale sur le Danube, un engagement à la fois industriel et moral. Industriel pour que les rejets d'eau permettent à l'espèce, malgré la pression subie et malgré le risque de disparition de ces dernières années, permettent à l'espèce de survivre parce que nous améliorons au quotidien la qualité de l'eau du Danube. Et ensuite, parce que en s'inscrivant dans la durée et la résilience à la fois des milieux et de notre métier, on veut conserver pour les années qui viennent et pour longtemps les espèces, notamment l'espèce esturgeon, la diversité génétique, notamment par la multiplication des sources et de réintroduction du saumon et de l'esturgeon. Et enfin, la protection de l'avenir en termes de diversité des territoires, en particulier celle du Danube, qui est un lieu de reproduction essentiel à l'espèce esturgeon.
Donc la prise de conscience, elle est globale, elle est de plus en plus importante, et chacun comprend bien qu'il est directement lié et interconnecté avec la responsabilité de son voisin. Et cette notion-là, elle est nouvelle, et cette notion de solidarité, c'est aussi un des enjeux de Veolia. On parle de villes, on sait très bien que dans les villes, l'urbanisation peut menacer la biodiversité. Comment on allie biodiversité et urbanisation avec de plus en plus d'habitants à loger également? Alors, il y a deux aspects, il y a la pression démographique et l'aménagement en soi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de notre capacité à aménager des territoires. Une bonne partie de ces territoires se situe en ville. Et je vais vous citer un des exemples que j'ai en tête qui s'appelle la ville de Prague. On a réaménagé tous les réservoirs et tous les sites de la ville en protection de biodiversité. On y a installé sur chacun de nos réservoirs une couverture végétale. On y a installé nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes. On y a installé des espaces humides. On a fait des mares qui sont utilisées pour les oiseaux qui viennent boire durant l'été. Et ça, c'est un thème général de Veolia, réenchanter la ville. C'est le retour de l'eau dans la ville, c'est le retour des espaces verts, c'est l'agriculture de demain sur les toits qu'on est en train de généraliser. Là, c'est une expérience qui a lieu à Varsovie, en Pologne, où on utilise des micro-jardins dans un intérêt public. Tout ça dans un aménagement territorial qui est bien connu parce que plus on verdit le centre-ville et moins on a des problèmes de canicule. Vous voyez que tout est lié. La protection du climat, la protection du milieu, réenchanter la ville avec les espaces verts et la mise de la vie au cœur de ce qui était avant un tas de cailloux qui étaient traités avec des herbicides pour qu'on puisse avoir quelque chose de très propre. Tout ça, ça a changé. Et on a réalisé un peu malgré nous, tout de même, avec le confinement, une expérience de ralentissement qui a permis justement à ce que la biodiversité se réinvite dans certaines villes, ce qui a été parfois loué. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce qu'on a besoin de ralentir pour que la biodiversité revienne? Alors nous, on n'a pas attendu le Covid pour qu'elle revienne. On a eu des scènes pour la biodiversité qui ont été beaucoup plus dramatiques que le Covid. On a eu en 2018 et 2019 une période de sécheresse exceptionnelle en Europe centrale. Et vous sachiez qu'on a, dans l'aménagement du territoire qui est le nôtre, participé à la mise en place de réservoirs d'eau dans les forêts. Les situations de crise, on les connaît tous les jours aujourd'hui. Elles ont des formes différentes. On a eu face à des inondations, à cause de toute façon l'aménagement urbain dont on parlait tout à l'heure, ou du drainage accéléré. Tout l'aménagement des espaces, tout à l'heure dont je vous ai parlé, des espaces humides, il a aussi pour but de limiter les impacts sur l'espèce humaine, qui est un élément de la biodiversité. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est aussi la démonstration du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.